Voilà. On est en enregistrement, donc je recommence. Bonjour, je dis bonjour par la caméra aux étudiants qui nous regardent à distance et qui font partie de cette classe comme vous qui êtes en présentiel. Première recommandation, avant toute chose, comme on est filmé, qu'il faut qu'ils bénéficient aussi des discussions éventuelles qu'on peut avoir, et pas seulement de ce que je dis moi, mais comme c'est un CM2 Master 2 et qu'un Master c'est censé être de la recherche, ça veut dire aussi qu'il y a de l'interaction, des questions, de la discussion, des contradictions, etc., etc. Donc si vous prenez la parole, et je vous invite, et je vais y revenir, à prendre la parole, à lever la main et à prendre la parole, je vous demande de le faire clairement pour que les étudiants qui suivent à distance puissent en bénéficier aussi. Première chose. Je vous fais passer pour les présents une liste de présence. Et je vous demande votre nom, votre prénom, je vous demande votre numéro de carte d'étudiant. C'est important parce que pour les validations, parfois le secrétariat a des doutes sur les numéros ou sur les inscriptions et c'est toujours utile d'avoir ce numéro-là. Donc, dans la mesure du possible, vous m'indiquez et je vous demande, pour ceux qui le savent déjà, même si c'est une hypothèse, même si c'est pas définitif, même si vous avez peut-être la possibilité de changer, vous êtes votre sujet de recherche, première chose, et éventuellement avec qui, ou l'idée de la personne à laquelle vous pourriez demander votre master recherche, ou pour ceux qui sont en MEF, votre mémoire, puisqu'il y a un mémoire aussi. Est-ce qu'il y a des auditeurs parmi vous? Vous mettez auditeur, vous serez traité d'exactement la même manière, mais c'est juste pour savoir quel est le numéro des personnes. Vous installez, alors vous êtes beaucoup cette année. Bon. Je vais circuler ça. Pendant que ça circule, alors, moi j'avais tablé sur 20, 25 grand maximum, je pense que vous êtes plus que ça, donc je vais vous distribuer des textes et je ferai ça systématiquement en début de séance pour tout le monde. Alors, il y a un espace de cours en ligne correspondant à ce cours, avec deux rubriques distinctes, une rubrique EAD, les gens qui nous regardent dans la caméra, et une rubrique ouverte. J'ai mis systématiquement, j'espère que ça va fonctionner parce que l'architecture interne de la page est un peu différente cette année, je mets systématiquement les textes que l'on fait et que je vous distribue en photocopie dans les deux rubriques pour que les étudiants à distance aient les PDF des textes. Donc même si on voit mal à l'écran, on voit un peu mieux là à l'écran, ça s'est chauffé. Ils sont disponibles et si vous perdez votre photocopie, vous pouvez toujours récupérer le texte en PDF sur le site du cours en ligne. D'accord ? Ça m'évite, moi, de ramener à chaque fois les reliquats des photocopies précédentes, par exemple pour les gens qui seraient absents. Donc la règle du jeu, maintenant, si vous êtes absent, vous allez sur le site cours en ligne et vous vous imprimez les textes. Ou vous demandez au copain ou à la copine de vous les passer. Alors, c'est des fascicules, ils sont décalés. Donc, on va voir si vous êtes capable de passer au CP et de réussir, parce que j'ai fait ça à l'heure précédente. Ça n'a pas tenu 3 personnes, tout a été défait. Donc ils sont très légèrement décalés et ils commencent par un texte qui est un texte où il est marqué Senlar. C'est un texte de Michel Senlar. Donc la première page que vous avez sous les yeux doit être un texte de Senlar. On va passer sur les photos aussi. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais bon, il y a ça, il y a 2, 4, 6, 27, 29, 31, 33, 35, vous êtes 36, il y en a 25. Donc 1 pour 2 pour l'instant. Alors, plusieurs choses avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet. La première chose, c'est que ce cours qui va porter en grande partie, en tout cas pour commencer, dans la première partie de ces 12 séances de 2 heures sur Michel Foucault et sur les cours au Collège de France de Michel Foucault, après on va essayer de voir si une actualisation est possible, ce cours ne présuppose pas la connaissance du travail de Foucault, même si bien entendu le fait que vous l'ayez lu me fait très plaisir et vous rendra plus efficace dans la discussion. En revanche, les textes que je vous distribue doivent être lus, sinon vous allez très rapidement décrocher. Donc, on n'est pas dans une optique scolaire, mais c'est vrai que je vous donnerai régulièrement des textes. Ces textes sont à l'appui, on va les lire ensemble et les commenter, essayer de les comprendre. Si vous ne jouez pas le jeu, on ne passe plus en CP. Vous y arrivez ? Voilà, vous êtes admis en CP.
Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais essayer, et si je ne le fais pas, parce que je suis bavarde et que je me fais emporter par mon sujet, je vais essayer de garder toujours 15 minutes à la fin du cours pour les questions, qui sont souvent le moment le plus intéressant, et qui est vraiment un moment d'échange libre, à la fois si vous n'avez pas compris des choses, il y a des moments où je suis moins claire que d'autres, ou même pas du tout, ou s'il y a des choses que j'ai pas touchées, dont vous pensez que, enfin des points que j'ai pas touchés, dont vous pensez qu'ils sont importants, ce qui est souvent vrai aussi, pour qu'il puisse y avoir des échanges, c'est là que je vous demande d'être clair pour que tout le monde puisse en bénéficier, y compris à la caméra, à laquelle vous tournez le dos, mais l'audio marche. La troisième chose, c'est qu'on fera une pause entre la première et la deuxième heure. Normalement, j'en fais pas, mais à l'usage, je pense que 6 ou 7 minutes, au bout d'une heure, 1h10, ça permet de respirer un petit peu. Donc, pas un quart d'heure. Sinon, ça casse le rythme. Et puis, puisque j'ai été absente à la première semaine de cours, la semaine de rentrée de la semaine dernière, parce qu'il y avait un colloque à Cerisy sur le commun, sur la notion de commun qui mobilisait un certain nombre de chercheurs du Sophiapol, qui est le laboratoire de philosophie politique ici, à Nanterre. La séance sera bien entendu rattrapée, et elle sera vraisemblablement rattrapée, si vous en êtes d'accord, mais on en reparle parce qu'on a le temps, sur la semaine dite de révision. Ça a changé de nom, c'était pédagogique, maintenant c'est de révision. À condition que ça vous aille, et on parle donc de décembre, ce qui fait que vous aurez 12 séances de 2 heures de manière normale. Et puis, pour terminer ces précautions matérielles initiales, les modalités de validation. Alors, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes, mais je le redis, pour les étudiants en présentiel, donc vous, il va y avoir deux choses. Une première chose qui est la plus évidente et qui était un travail écrit en classe finale, sur la dernière semaine de cours, ce qu'on appelle classiquement le partiel. Et ce travail écrit sera au choix un commentaire ou une dissertation, sans mauvaise surprise, sur ce qu'on aura fait en cours. Donc si je ne tiens pas le pari de faire... Bonjour. Oui. Si vous avez besoin d'une chaise, je peux vous donner la mienne parce que je ne m'assieds pas. J'en ai deux. Ça va ? Donc, dernière semaine, un travail en classe, ça compte pour 50% de la note, l'autre moitié de votre note finale, donc 50% aussi, étant assuré par un travail qui est un travail non pas de commentaire ou de dissertation, mais qui est un mini-travail de recherche. Alors, je voudrais que les choses soient claires, parce que j'ai en général des questions jusqu'en novembre, qui est plus ou moins la date à laquelle vous devez rendre ce travail de recherche. D'abord, on va se mettre d'accord sur la date. Je vous propose de rendre ce travail de recherche à la rentrée des vacances de la Toussaint. Pas au-delà, d'abord ça vous laisse 1 mois et demi, pas au-delà parce que sinon, l'expérience que j'en ai, c'est que la préparation des examens de décembre s'embouteille et que les embouteillages créés par les révisions font que vous n'avez plus le temps, donc il faut absolument que vous ayez rendu ça tôt. Qu'est-ce que je vous demande par travail de recherche? Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, je vous dis en vrac, une fiche de lecture sur un ouvrage. Vous venez me voir ou vous m'envoyez un mail à propos. Mais je pense que vous le savez déjà. girevel@parisnanterre.fr, c'est le nouveau format des adresses de Nanterre, vous le savez. Vous venez me voir à l'intercours, vous venez me voir à la fin du cours, j'ai pas cours après, ou vous m'envoyez un mail en me disant, voilà, il faut que ça ait un rapport bien entendu avec le sujet du cours, il y a un texte qui m'intéresse, est-ce que je peux vous faire une fiche de lecture? Je dis oui, je peux même répondre juste oui, ok, et c'est bon. Ou alors, ça peut être un commentaire de texte. Vous avez décidé de commenter un chapitre, une partie, une page, même un petit texte. Ce n'est pas la longueur. Il y a des textes d'une demi-page dont on pourrait faire des travaux pendant des dizaines et des dizaines, voire des centaines de pages. Ça me va très bien, je suis d'accord, vous le faites. Donc ça, c'est une approche sur texte. Deuxième approche possible, me semble-t-il, c'est une approche recherche, c'est-à-dire de vous donner un mini-objet de recherche. Quand je dis mini-objet de recherche, c'est pour vous sauver, vous.
parce que je vous rappelle que vous avez un mémoire à rendre à la fin de l'année et qu'il ne faut pas vous charger trop. Et là, même règle, il faut que ça ait rapport avec le cours, pas forcément dans mon cours, que j'en ai parlé moi, mais que ça ait un rapport avec le thème que j'annonce, donc gouvernementalité, biopolitique et aujourd'hui, le contemporain. Vous me faites une proposition et je vous dis oui. Alors, quelle longueur pour ça? Sur les commentaires ou sur les fiches de lecture, il n'y a pas de longueur obligée. Sur les minimums mémoire de recherche, je pense qu'il faut, et c'est votre intérêt, fixer ça vous obligera aussi à découper un objet, ce qui est un vrai geste de recherche, qui est un geste difficile, se restreindre, beaucoup plus que partir dans tous les sens. Il faut fixer entre nous une chose qui soit radicalement rédhibitoire. C'est-à-dire qu'au-delà, moi, je ne lis pas. 12 pages. 12 pages, ça ne veut pas dire 13. Et alors, attention, parce que ce n'est pas police de caractère 8 et espace 0,03, ce qui m'est arrivé. Donc, des pages de 6000 caractères. Parce que là, du coup, moi, je me tue les yeux et ce n'est pas la bonne règle du jeu. Donc, on va dire maximum pour l'espace 1,5, minimum 1,5, 1,5 ou 2, enfin ce que vous voulez. Des pages normales avec des marges, parce que moi souvent, quand je lis, comme je lis sérieusement, je vous fais des annotations dans la marge. Si j'ai plus de marge, je ne peux plus écrire. Si vous ne mettez pas d'espace entre les lignes, je ne peux plus écrire non plus. Donc des pages entre 2000 et 3000 caractères, ou entre 1008 et 3000 caractères, là vous avez de la marge quand même, 12 pages maximum. En gros, ça veut dire que votre papier de recherche, il fait entre 20 et 30 000 signes. C'est la taille d'un article. Ça me paraît honnête. Après, c'est pas au kilo. Si vous faites une chose remarquable de 8 pages, moi je suis très contente. Je veux pas de choses de 25 pages minuscules. C'est pas un mémoire. D'accord ? Et puis, je ne veux pas non plus une partie du mémoire que vous préparez pour la fin de l'année. Parce que d'abord, ça ne vous rend pas service. Parce que maintenant, d'ici Noël, c'est une période de recherche pour votre mémoire et pas une période d'écriture. Donc si vous vous mettez à écrire, vous allez rater des tas de choses. Et aussi parce que se répéter, c'est dommage. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est plutôt simple. Donc ça sera 50%, 50%. Bonjour. Est-ce qu'il y a encore des chaises? Il y en a une là. Donc 50%, 50% pour la note. Alors pour les étudiants qui sont en régime dérogatoire ou en EAD, les étudiants via la caméra, est-ce qu'il y en a ici des dérogatoires? Alors vous savez que c'est au contraire après Noël que ça se passe. Et vous allez avoir une note décomposée elle aussi en 50%, 50%, mais sur des modalités un peu différentes. Bien entendu, vous n'avez pas de travail de recherche à faire. Si vous voulez le faire, moi je le corrige. Et je peux même vous indiquer la note, mais je ne l'enregistre pas puisque vous n'êtes pas dans ce régime-là. Et vous aurez en revanche un écrit en 4 heures. Et là, pour le coup, ça sera dissertation ou commentaire, plus classiquement. Et puis, vous aurez un oral, avec 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage. Et la moyenne se fera sur ça. Ça va? Alors, ça c'est pour les... Ah oui, non, puis dernière chose, pardon, dans les choses pratiques. Mon bureau est en L440, c'est juste à côté, en face de l'escalier, au fond, juste devant l'escalier. Moi, l'année dernière, j'avais des cours d'agrég en fin d'après-midi, le mardi, cette année, je n'en ai pas. Donc, je sors de cours à 15h20, je respire pendant un quart d'heure quand même, pour aller boire un café. Et en général, à partir de 4h moins le quart, 4h, je reçois des étudiants s'ils ont besoin de discuter du cours pour des éclaircissements ou d'éventuels sujets de mémoire, de master, un ou deux, quels qu'ils soient. Et je suis là en général jusqu'à 5h30, 6h. C'est par tranche d'une demi-heure pour ne pas mobiliser trop le temps et que ça fasse un peu un turnover. Donc, si vous voulez, il faut une inscription parce que sinon vous allez faire la queue. Si vous voulez vous inscrire parce que vous avez besoin de me voir, vous m'envoyez un mail et je vous dis il y a tel créneau et vous dites si ça va ou pas. À moins que vous ayez le mardi des cours après. Ça gêne quelqu'un le mardi? Ben voilà. Alors, ça c'est pour les choses pratiques. Alors, le cours que je propose cette année, en réalité, c'est un cours qui contient plusieurs objets. Le premier objet qui m'intéresse
et par quoi on va commencer, vous allez le voir très rapidement avec les textes que je vous ai distribués, est un cours qui se propose de travailler ou de retravailler un certain nombre de concepts foucaldiens, construits par Foucault, dont un en particulier qui est probablement un des plus connus, qui a été utilisé, mais cet usage a été souvent aussi un mésusage, avec des effets de torsion, des effets de distorsion et des effets de décalage qui sont parfois très importants. Et ce concept foucaldien, c'est celui de biopolitique. Il y a eu, depuis une grosse dizaine d'années, presque 15 ans, depuis la publication de Naissance de la biopolitique, qui est le cours de Foucault au Collège de France de 78-79. Hop. Non, mais je ne m'assieds pas parce que si je m'assieds, je disparais derrière la table. Je ne suis pas très grande, donc c'est pas possible. Donc il y a eu, depuis une quinzaine d'années, une sorte de foisonnement d'usage de la notion de biopolitique à partir de Foucault, ou alors dans des sens extraordinairement renouvelés, parfois même très lointains de Foucault, chez des gens qui travaillent sur Foucault, mais chez des gens aussi qui se sont emparés de la notion et en ont fait quelque chose d'autre. Parfois c'est très intéressant, c'est difficilement reconnaissable dans certains cas, mais c'est intéressant, et cette espèce de foisonnement a malgré tout, me semble-t-il, brouillé beaucoup les cartes, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Et du coup, la première partie du cours que je voulais vous proposer est une partie finalement assez banale. Peut-être que ça sera trop facile ou trop évident pour certains d'entre vous, mais je pense que c'est nécessaire, précisément face aux mésusages auxquels on assiste aujourd'hui, et ça consiste à se dire, Foucault, de quoi il parle quand il parle de biopolitique? D'abord, comment est-ce qu'il construit la notion? D'où ça vient dans sa pensée? À quel moment? Et est-ce qu'il y a des formulations différentes et successives? Est-ce qu'elles sont toutes cohérentes ou pas? Et puis, est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments auxquels la définition foucaldienne de la notion de biopolitique ne peut pas renoncer? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la police de la pensée et dire alors vous êtes en dehors de l'orthodoxie, donc c'est pas bien. Ça veut dire que si on veut se référer à Foucault, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tergiverser ou négocier et qui sont essentielles. Et vous allez voir très rapidement, on va en voir une au moins aujourd'hui, que concernant la biopolitique, il y a un certain nombre de choses dont on ne peut pas décoller si on parle de la notion dans le corpus foucaldien. Donc, première enquête, une restitution dans la pensée foucaldienne de ce concept, et aussi, et je pense que ça n'est pas indifférent, mais c'est un deuxième niveau de lecture, savoir à quoi correspond dans l'esprit de Foucault quand il construit la notion. Alors, dans le cours de 78-79, Naissance de la biopolitique, mais en réalité déjà dans des textes antérieurs, à partir de 73-74, qui sont un peu moins connus et qu'on va voir ensemble. Donc, quand Foucault construit la notion, qu'est-ce qu'il a en tête? Et qu'est-ce qu'il a en tête? C'est intéressant parce que ça indique immédiatement deux directions. La première direction, c'est, comme toujours chez Foucault, quelque chose qui est de l'ordre de la périodisation historique. Alors, on va s'entendre sur les mots. Périodisation, ça veut dire, et ça va être une partie du cours d'aujourd'hui, que chez Foucault, l'enquête philosophique, et il est dans un geste et dans une posture de philosophe, c'est pas un historien. Il y a suffisamment de déclarations de Foucault disant qu'il ne fait pas de l'histoire, a raison. Mais il se sert de matériaux historiques, il se sert de sources historiques. Cela dit, le questionnement qu'il adresse à tout ça, c'est un questionnement philosophique ou philosophico-politique, dans le cas qui nous intéresse. Et Foucault dit, moi, mon questionnement philosophique, il est toujours situé, je m'adresse ou j'adresse mes questions à une période historique sur laquelle je travaille et que j'ai déterminée. Donc, première direction, identifier la période qui va lui servir d'objet de travail. Et dans le cas de la biopolitique, cette période, elle est dite très précisément. Et elle est décrite très précisément. Et puis, il y a une deuxième branche de la question. Quand je vous dis qu'est-ce qu'il a en tête, il a en tête la période sur laquelle il travaille.
Alors, on peut le dire tout de suite, mais vous le savez déjà, j'imagine, en tout cas pour une grande partie d'entre vous, la période sur laquelle il travaille, ça va être le tournant du 18e, 19e et tout le 19e, pour la biopolitique. Et puis il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aussi une dimension de la pensée de Foucault. C'est pas un hasard si le cours sur la naissance de la biopolitique commence par une enquête historique et puis se termine par deux enquêtes qui sont au contraire deux enquêtes contemporaines. Et Foucault se réfère à des textes qui lui sont contemporains. Contemporain, ça veut dire 5 ans, 6 ans, 7 ans avant qu'il n'écrive son cours. Et il a ça aussi en tête. Alors, pour nous, aujourd'hui, la question, elle est vertigineusement démultipliée pour une raison très simple, c'est qu'on n'est plus en 1979, ni même en 1984, année de la mort de Foucault, on est en 2017, et depuis le cours du Collège de France, 33 ans ont passé. Et du coup, ça impose des effets de décalage, donc on se retrouve dans une stratification triple. Il y a la période dans laquelle, selon Foucault, émerge quelque chose qu'il va appeler la biopolitique, période historique. Il y a ce à quoi il pense dans son propre présent comme un prolongement à la fois continu et décalé, et ça va être compliqué de décider ce qui est continu et ce qui est décalé, ou ce qui s'est transformé, et qui est son propre présent, fin des années 60, 70, début des années 80. Et puis il y a nous qui venons aujourd'hui et qui sommes dans un rapport de distance aussi par rapport à l'époque de Foucault, et il va falloir s'interroger sur l'effet de continuité et ou décalage et ou transformation qui joue entre 79 et aujourd'hui. Donc vous avez déjà un jeu de boîte chinoise, si vous voulez, du point de vue de la périodisation. Alors ça c'est pour la notion de biopolitique, et puis il y a une chose qui va m'intéresser dans cette construction à 3 étages, et que je vais là aussi introduire aujourd'hui à partir des textes que je vous ai amenés, c'est la question de la rationalité de gouvernement qui est à l'œuvre dans ce que l'on nomme, et pour l'instant c'est un signifiant vide, volontairement, biopolitique. Foucault, on va le voir dans un instant, dit j'invente un mot, il n'a pas tout à fait inventé, il existait déjà, je le reprends et je le réinvestis, ce qui est souvent le cas des mots foucauldiens. J'utilise ce mot, qui est un mot pas très utilisé, et jusque-là pas par des gens très sympathiques, mais peu importe. Je prends ce mot et je l'utilise dans un sens nouveau pour indiquer un changement de rationalité dans les modes de gouvernement. Et je vais vous dire ce qui a changé et pourquoi ce mot-là, qui est nouveau mais nécessaire, pour dire précisément ce que je repère comme une nouvelle rationalité de gouvernement. Il parle de la fin du XVIIIe, du début du XIXe. Et puis il se décale, et puis la question c'est de savoir dans quelle rationalité, au singulier ou au pluriel, de gouvernement, Foucault lui-même vit. Et si ce qu'il est en train de décrire un siècle et demi avant lui vaut encore ou pas. Et moi, la question que j'aimerais vous poser lors de ce cours, la question que je me pose et que je vous pose, mais c'est un fait de recherche, c'est de savoir si la rationalité de gouvernement actuel prolonge ce que Foucault décrit, ou si elle s'est transformée. Et si c'est le cas, comment ? Vous voyez qu'on est aussi du côté de notre propre présent. Alors ça, c'est un deuxième objet. Et puis ça m'amène à mon troisième point. Et ce troisième point est un point de méthode, auquel je faisais déjà allusion il y a un instant quand je parlais de périodisation. Et ce point de méthode qui est probablement le point de méthode auquel on ne peut pas renoncer si on veut tenir le pari d'une référence à Foucault. On n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas le seul penseur contemporain, ni le seul penseur français, ni d'ailleurs le seul penseur de la biopolitique. Il n'est pas plus admirable qu'un autre. Il est mort depuis longtemps et je n'ai pas d'action dans la société des études foucaldiennes. Donc on pourrait faire autre chose avec d'autres gens qui sont par ailleurs passionnants. Mais si on tient
le pari d'utiliser Foucault, il y a une chose, et là ça vaut dans tous les domaines, et quels que soient les objets que vous donnez, de l'analyse des exercices spirituels chez les stoïciens jusqu'au rapport entre la philosophie et la littérature, de l'analyse du statut de la folie jusqu'à l'analyse des disciplines dans Surveiller et Punir, quel que soit l'objet que vous donnez, ce point de méthode est un point qui n'est pas négociable. Et c'est ce que Foucault appelle, alors il dit périodisation, avec un terme un peu banal que j'ai repris, enfin, c'est pas si banal que ça, mais il dit un autre terme qui est un terme intéressant, il dit historicisation. Historicisation. Historicisation, ça veut dire considérer que l'objet que l'on prend en considération, quel qu'il soit, ça peut être un concept, ça peut être une pratique, ça peut être une représentation, ça peut être la définition d'un champ disciplinaire, ça peut être des catégories logiques, tout ce qui participe de notre manière de penser, à un titre ou à un autre, et quel qu'en soit le niveau. Donc, tout objet pris en considération est en réalité construit dans l'histoire. Ce qui veut dire une chose à la fois très simple et très compliquée, en tout cas très discutable, mais la volonté polémique de Foucault est très nette, c'est que quand vous parlez d'un objet de recherche en philosophie, cet objet n'est jamais absolu et de toute éternité, il a ce que Foucault repère comme un point d'émergence dans l'histoire. Et qui dit point d'émergence dans l'histoire, dit aussi, peut-être, pas toujours, ça dépend, un point de disparition. Les objets ne traversent pas l'histoire, ils ne sont pas donnés dans l'absolu, et ils ne sont pas donnés en dehors de l'histoire. Ils apparaissent à l'intérieur de l'histoire, en fonction de déterminations historiques qui sont complexes, et qui peuvent être économiques, sociologiques, démographiques, culturelles, épistémologiques, etc., 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 mais qui jouent dans l'histoire. Alors, c'est une manière de dire historicisation des objets de la pensée et historisation des manières de penser, qui est une manière abstraite, mais qui dit en réalité des choses que vous savez depuis toujours et dont on donne toujours les mêmes exemples, mais on pourrait donner des exemples un peu plus raffinés, et on va le faire dans un instant. Les banalités qu'on répète toujours, c'est par exemple, je vous le dis parce qu'on va faire un texte d'un cours de Foucault où il y revient, la notion de citoyenneté est un objet philosophique, un concept, qui n'est pas anhistorique. Si vous essayez de renvoyer dos à dos, en les comparant comme si c'était la même chose, la citoyenneté à Athènes au 5e siècle, 5e siècle avant, la citoyenneté telle que Hobbes l'a définie dans le Décivé du citoyen, celle que Rousseau définit dans le contrat social, le statut de la citoyenneté dans la pensée hegelienne, les premières formulations contemporaines de la citoyenneté avant le vote des femmes et après le vote des femmes, et aujourd'hui la définition élargie de la citoyenneté, vous n'avez pas le même objet. Il n'y a pas de commensurabilité. Vous pouvez faire jouer les différences et voir ce qui s'est modifié, mais dans ces cas-là, vous êtes dans une dimension qui n'est pas une dimension qui suppose que l'objet traverse l'histoire, mais qu'il est produit, construit, déconstruit, reconstruit, modifié par l'histoire elle-même. Alors, c'est un exemple assez bateau. Pour faire la même chose avec le concept de démocratie ou avec le concept de peuple. Et on devrait ajouter, et je le dis parce que c'est une dimension que Foucault a peu explorée, probablement parce que c'était moins évident à cette époque que maintenant, que cette historicisation, donc cette nécessité de replonger dans l'histoire les concepts ou les objets auxquels on se réfère,
elle devrait toujours être redoublée de quelque chose comme une géographisation des concepts et des représentations. Cette géographisation, c'est par exemple celle qui consiste à dire la notion d'État, centrale dans la pensée politique occidentale moderne, ne se présente pas dans la même histoire, ni dans la même évolution, ni dans le même présent, en bout de chaîne historique aujourd'hui, dans un dehors de notre modernité occidentale européenne que nous tendons à oublier. Il n'y a pas que l'Europe. Et maintenant, comme on est un peu sorti de l'eurocentrisme, il n'y a pas non plus que le premier monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire la part belle à des gens qu'on aurait oubliés simplement parce qu'on est gentil, condescendant et généreux, et que du coup on les invite à notre table, mais parce que la structuration même de la pensée et les instruments de la pensée, parfois, ne se présentent pas de la même manière ailleurs. Alors, je vais laisser ça en suspens, mais je vous raconterai dans quelques séances ce que, en dehors de l'Europe et dans des contextes radicalement différents, la notion de biopolitique devient, avec des phénomènes qui sont des phénomènes assez déroutants, on va dire ça comme ça, dans le bon sens de déroutant, une sorte de phénomène d'étrangeté au sens presque freudien. On se retrouve face à quelque chose qu'on n'identifie pas. Par exemple, lorsque je pense à des usages, il y en a d'autres, latino-américains de la notion de biopolitique. On s'aperçoit que tout le cadre de référence saute. Le cadre historique, toute la jeunesse de la notion, tout le travail de périodisation, tout bouge. Parce que ce n'est pas la même histoire. Parce que c'est une histoire coloniale, mais prise de l'autre côté de cette histoire coloniale-là. Donc on va travailler sur ça aussi si on en a le temps, parce que ça fait partie du débat actuel. Et du coup, historicisation de l'objet, historicisation des catégories qu'on mobilise pour analyser cet objet de biopolitique, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'universalité des concepts ou des grilles de lecture, en tout cas pas pour Foucault, ou alors, dirait Foucault, ben on fait de la métaphysique, et on a le droit d'en faire, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Ce qui signifie donc un usage décontextualisé de la notion de biopolitique, décontextualisé du point de vue historique, n'aurait, pour Foucault, s'il était encore là, et il serait plus tout jeune, n'aurait aucun sens. Quel sens aurait, dit Foucault, un usage, je vous le dis parce que ça a été fait, c'est encore fait, un usage de la notion de biopolitique dans la Grèce antique, au Moyen-Âge. On dit non. Précisément, j'ai essayé de vous montrer les conditions historiques d'émergence de quelque chose qui est un mot, mais derrière le mot, il y a tout un ensemble de pratiques et d'analyses qui dessinent une rationalité de gouvernement qui dit exactement une transformation à un moment précis. Vous ne pouvez pas la balader dans l'histoire. C'est pas possible. Donc, cette historicisation, elle correspond, me semble-t-il, aux deux premiers textes que je vous ai amenés et qui sont finalement des textes introductifs sur ce point de méthode, mais je pense que c'était important de le rappeler. Le premier texte, c'est le texte « La notion de gouvernement » de Michel Senelard, qui est le tout début du premier chapitre de ce livre de Senelard. Alors, si je le marque sur la lumière, je ne sais pas si ça va marcher, si vous allez le voir.
l'ai mis sur la photocopie, je crois. Qui est un livre qui commence à faire, qui a fait date et qui commence à faire histoire maintenant, qui s'appelle Les Arts de gouverner, qui est un livre absolument passionnant, très foucaldien. Senlar est professeur maintenant émérite, je crois qu'il est à la retraite depuis l'année dernière, à l'École normale supérieure de Lyon. C'est un des éditeurs des cours de Foucault, et en particulier des cours de ce qu'on appelle le tournant biopolitique de Foucault, donc des cours de la fin des années 70 qu'il a édité. Alors je vous donnerai les photocopies, mais si vous voulez voir les cours entiers, ils sont à la BU pour le Seuil Gallimard et aux hautes études c'est l'UHESS, de manière absolument remarquable. Et Senlar travaille sur la notion d'art de gouverner, et voilà comment il commence son livre. Il importe pour commencer d'écarter une interprétation trop simple du gouvernement. Identifier ce mot avec le simple exercice du pouvoir, en effet, empêche toute analyse. On postule que le pouvoir, comme modalité de l'action de l'homme sur l'homme, obéit partout aux mêmes lois. Seules changeraient, selon les temps, les lieux et les régimes, les conditions qui favorisent ou limitent sa violence. Il y aurait de la sorte, au-delà des circonstances et des conventions, une sorte de nature du pouvoir, dont la formule se résumerait à des calculs de force, comment s'organiser, se conduire, manœuvrer les autres pour rester le plus fort. Mais il ne s'agit là que de la conservation du pouvoir, non de son exercice. Ou plutôt, telle est bien la formule de l'exercice d'un pouvoir qui ne vise qu'à sa propre conservation. Or, le gouvernement ne se confond pas avec la domination. Il ne va pas de soi, en effet, que le pouvoir n'ait pour fin que de se perpétuer lui-même, ou pour le dire autrement, si partout il y a du pouvoir et s'affrontent des appétits de puissance, ce n'est pas au niveau de la seule concurrence des passions qu'il convient de situer la notion de gouvernement. À la différence de la domination, en effet, ce dernier se rapporte à une fin ou à une pluralité de fins extérieures à lui-même, tandis qu'elle n'a d'autre but que de se renforcer indéfiniment. Alors, plusieurs choses qu'on peut déduire de ce texte de Senlar. La notion de gouvernement est, alors c'est un exemple plus raffiné et plus détaillé que mon propre exemple de citoyenneté, de démocratie et de peuple, est exactement le contraire d'un universel. La notion de gouvernement, j'entends pas par là l'institution du gouvernement, le fait qu'on ait aujourd'hui un gouvernement Macron plutôt que, etc. Donc, non pas le gouvernement comme institution politique, mais le fait de gouverner les hommes et les femmes, la pratique du gouvernement. Cette pratique du gouvernement ne peut être saisie que dans l'histoire, parce qu'elle ne renvoie pas à quelque chose comme une conception du pouvoir, elle aussi anhistorique, non historique. Elle ne renvoie pas à quelque chose comme une essence du pouvoir. Elle renvoie à une certaine déclinaison pratique de ce que l'on entend comme pouvoir. Et il vous en donne un exemple qu'il case en passant tout de suite. Après, il va y consacrer tout le chapitre, qu'on ne lira pas parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Et cet exemple, c'est... Vous avez au moins deux manières de considérer la pratique du pouvoir. Première manière qui consisterait à dire le pouvoir, c'est cette pratique ou cet ensemble de pratiques qui a pour fin sa propre conservation. Exercer le pouvoir, c'est faire en sorte de conserver le pouvoir. On peut même dire plus précisément d'y accéder, c'est-à-dire de le prendre, de le conserver et de le consolider.
Et après tout, ça pourrait être une définition de la pratique du pouvoir. Historiquement, ça l'a été. Question, quand? Et quand est-ce que ça s'est passé? Et pourquoi ça s'est terminé? Si ça s'est terminé. Oui. C'est Machiavel, bien sûr. Alors, on va y arriver. Alors, l'hypothèse, Senlar la reprend à Foucault en discutant la périodisation précisément. Est-ce que c'est à partir de Machiavel ou pas, etc., etc. Chez Foucault, on va le voir, on va faire le texte... c'est le dernier texte que je vous ai amené. Chez Foucault, ça se passe autour de Machiavel et juste après Machiavel, donc au début du XVIe siècle. Et on bascule dans une autre manière. Alors, quand je dis bascule, c'est pas avant c'était comme ça, et puis hop, miraculeusement, ça devient autrement. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes complexes de transition qu'il faut arriver à décrire, où il y a des coexistences de conception du pouvoir, etc. etc. Mais c'est vrai que, en tout cas c'est l'hypothèse de Foucault que reprend au moins partiellement Michel Senlar, c'est vrai que jusqu'à Machiavel, en particulier chez Machiavel, l'idée du pouvoir, c'est l'idée de l'accès, la pérennisation et la consolidation du pouvoir. Et c'est ça la fin de la pratique du pouvoir, la fin au sens finalité, au sens but. Puis s'installe, après Machiavel, toute une série de textes, ce que Foucault va appeler, parce qu'il ne sait pas très bien comment les appeler, et que l'histoire de la philosophie ne les désigne pas de manière unitaire, parce que c'est un objet qu'il s'invente lui-même en étant allé farfouiller dans les archives, qu'il va appeler la littérature anti-machiavélienne, et qui vont donner du pouvoir, ou plus exactement de ça ou de ces pluriels pratiques, une idée tout autre. L'idée que finalement le pouvoir c'est intéressant que quand ça se traduit par une pratique de gouvernement. Et que cette pratique de gouvernement elle a pour fin, pour finalité, pour but, autre chose que la conservation du pouvoir lui-même. Elle a pour fin une chose qui n'a pas du tout intéressé les penseurs qui ont précédé ce moment anti-machiavélien, et qui est la gestion des hommes, des femmes et des biens. La gestion des biens et des personnes. Alors, là aussi je m'avance, on va le faire beaucoup plus en détail, mais cette gestion des biens et des personnes, comme finalité, comme but de l'exercice du pouvoir, elle a déjà existé dans l'histoire de la pensée politique. Chez Machiavel, elle existe toujours comme subordonnée à cette autre finalité qui est en revanche absolue et qui est la conservation du pouvoir. Comment gérer bien les hommes pour pouvoir garder le pouvoir. Mais la finalité, c'est la conservation du pouvoir. Il y a des pensées politiques qui sont, et ce n'est pas un hasard, redécouvertes à la Renaissance, moment anti-machiavélien, début du XVIe siècle, qui se donnaient pour finalité première et exclusive la gestion des biens et des personnes. Ça vous dit quelque chose? On va le faire, on va faire les textes. C'est déjà chez Aristote, par exemple. C'est déjà chez Xénophon, par exemple. Et le mot que Aristote comme Xénophon, Aristote dans les politiques comme Xénophon d'ailleurs utilise, c'est un mot grec, c'est oikonomia, c'est-à-dire la gestion de l'oikos, c'est-à-dire la gestion de la maisonnée au sens large, les biens et les personnes. On va faire la fois prochaine un texte de Xénophon parce que c'est le plus clair, où vous verrez la manière dont on définit la maisonnée, comment ça s'élargit en réalité. C'est la maisonnée, mais c'est le quartier, mais c'est la campagne autour, mais c'est en réalité l'horizon de la gestion de la ville, etc., etc., avec un phénomène d'enchâssement d'échelle. Du coup, c'est intéressant parce que ça donne à l'économie un sens qui est bien plus proche d'une chose qu'on connaît, nous, modernes, davantage que ces textes antiques, et qu'on appelle l'économie politique. Il y a un premier sens de l'oikonomia comme gestion des biens et des personnes, qui est une gestion à la fois domestique et politique. Des membres de la famille, des membres de la communauté, des membres de la police, POLIS, et puis bien entendu des richesses,
C'est-à-dire à l'époque de Xénophon et d'Aristote, par exemple, des champs, essentiellement des champs, donc des terres, des bêtes, et d'un certain nombre de biens, des amphores, des biens matériels, des biens d'échange, etc., etc. Alors là aussi, comme c'est une première séance, je multiplie les ouvertures de portes. Richesse, je dis richesse comme ça allait de soi, mais la notion de richesse, elle a elle-même une histoire. Je veux dire par là qu'il y a une époque où on définit richesse la terre, et puis il y a une époque, alors je fais des sauts dans l'histoire monstrueux, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a une époque où à cette richesse qui passe par la terre s'ajoutent d'autres choses. Par exemple, une richesse qui passe par le nom et les privilèges. Une richesse qui passe par le titre. Une richesse qui passe par les métaux. Une richesse qui passe par le commerce. Etc., etc. Et il faut faire l'histoire de tout ça. Parce que tout ça ne vient pas en même temps et modifie la notion de richesse. Mais du coup, vous vous rendez bien compte que s'il faut gouverner la richesse, et que la richesse change, la manière de gouverner va changer, et le rapport au pouvoir va changer. Alors, je ne vais pas spoiler mon propre cours, mais la biopolitique, ça va être, on va voir ça dans 3 séances, 2 séances et demie, je pense, précisément un moment où, entre autres choses, c'est plus compliqué que ça, on va avoir un changement radical dans la conception de ce que c'est que la richesse. Et où un élément nouveau va devenir élément fondamental de ce qu'on appelle à l'époque la richesse, qui est un élément qu'on n'a jamais considéré comme richesse. En tout cas, pas dans ces termes-là. Et cet élément nouveau, c'est ce qu'on va appeler la force de travail, comme principe de valorisation économique. Et pas seulement le commerce, les échanges, la thésaurisation de métaux précieux, les terres, les titres et la charge. Ce qui fait toutes les variantes déclinées par l'Ancien Régime, par exemple. Et donc, il va falloir une nouvelle gestion, et du coup, la biopolitique va être le nom de cette nouvelle gestion, parce que c'est une nouvelle richesse et qu'il faut de nouveaux instruments plus efficaces, etc. etc. Bon, on va y revenir. Donc, tout ça pour dire que, pour revenir à Senelard, la discontinuité entre un pouvoir qui n'a de fin que sa propre conservation et un pouvoir qui a pour fin l'idée d'une gestion, on a une déclinaison qui est évidente, une discontinuité qui est évidente, et c'est aussi et c'est surtout une discontinuité historique. Et elle l'est aussi pour Foucault, ce qui signifie que rien n'existe dont on puisse parler qui ne doive être immédiatement et toujours, et de manière encore une fois non négociable, adossé à l'histoire, replongé dans l'histoire. Sinon, ça ne marche pas. Donc Foucault hors histoire, ça n'existe pas. Pour le dire très franchement. Ce qui veut dire aussi que quand on va se poser, et ça sera la deuxième partie de ce cours, les 5 dernières séances, la question de notre propre présent, qui est la partie la plus expérimentale du cours, parce que du coup, ce n'est pas le présent de Foucault en 79, c'est notre présent en 2017 qui m'intéresse. De ce qu'on peut dire de notre propre présent et de la rationalité de gouvernement ou des rationalités de gouvernement qui s'y déploient, il va falloir essayer d'enquêter notre propre présent comme si c'était un objet historique. Et c'est compliqué à réaliser. Considérer notre présent comme un objet historique. Ça implique un travail qui est un travail que, alors je ne vais pas vous submerger sous les concepts foucaldiens, mais auquel Foucault donne un nom. Et ce nom, c'est généalogie. Interroger notre propre présent comme si c'était un objet historique. Alors, on va voir comment il fait et on va voir si on arrive à le faire nous aussi. Pas sûr qu'on y arrive, mais on va essayer. Ouais. Ça s'est éteint. C'est bon ? Alors, dernière chose, et puis je vous donne une référence que je ne vous ai pas amenée, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Dernière chose de méthode. J'ai dit historicisation.
il y a un deuxième mot qui peut être utile et qui est une chose assez utile du point de vue de la recherche en général. Je vous le dis pour vos travaux. Et c'est une chose que Foucault pratique tout le temps et que je trouve assez efficace et qui est une méthode qu'on pourrait appeler une méthode par différenciation. Pour pouvoir déterminer ce qu'une chose est, en particulier dans son contexte d'émergence historique, il est souvent plus facile de commencer par dire, puisqu'elle émerge à un moment donné, elle n'existait pas avant, ce par rapport à quoi elle émerge et donc ce par rapport à quoi elle est différente dans son émergence. Par exemple, si à partir d'un certain moment qu'il va falloir nommer et analyser, il y a quelque chose qu'on va appeler biopolitique et qu'il va falloir définir, donc on est encore dans le vague, si à partir d'un certain moment, ce morceau de phrase à partir d'un certain moment, vous incite immédiatement, dit Foucault, à aller voir ce qu'il y avait avant. Contre quoi quelque chose émerge, ou par rapport à quoi quelque chose émerge. Et c'est vrai que chez Foucault, et j'ai levé la main ceux qui ont lu du Foucault déjà, oui, donc vous avez quand même pratiqué. Chez Foucault, si vous reprenez des... alors pas les textes dédiés et écrits sont plus brefs, mais quoique, ils pratiquent ça aussi dans les textes, mais dans les grands livres, ce qui est très symptomatique, c'est que les livres sont construits, et en particulier les scènes d'ouverture sont construites toujours comme une sorte de mise en scène presque théâtrale. J'avais travaillé sur ça pendant un certain temps, sur la manière dont ils construisaient des scènes de théâtre. Plus exactement encore des scènes d'opéra. C'est pas du théâtre, c'est de l'opéra. Quand ils construisent ces scènes d'ouverture de livres qui sont extrêmement connues, en plus il écrit super bien, etc., en faisant jouer la différence entre deux moments historiques. Et la différence entre ces deux moments historiques, c'est un entrechoquement très évident. Exemple de ça, alors il y en a plein, mais le plus évident, c'est le début de Surveiller et punir. Je vous donne ce texte-là parce que c'est un texte qui concerne au moins en partie, on va en reparler puisqu'on va parler des disciplines et des rapports entre biopolitique et discipline, notre sujet, le début de Surveiller et punir pour ceux qui l'ont lu ou regardé au moins les premières pages, ça commence par deux choses merveilleuses, la description à partir de trois sources archivistiques, description particulièrement gore, je viens de dire, du supplice de Damien avec un S, qui était un régicide, enfin pas exactement un régicide parce qu'il n'a pas réussi, mais qui avait tenté d'attenter à la vie de Louis XV avec un petit couteau, et qui a été, alors c'est pas le taille du couteau qui compte, mais c'est vrai que c'était un petit couteau quand même, et qui a été soumis à un supplice qui est celui qu'on fait subir aux régicides à l'époque. Et Foucault restitue les archives du récit de ce qu'on lui fait subir, et c'est particulièrement Protrignol, puisqu'on le démembre, on l'écartèle, sauf que les chevaux ne sont pas assez forts, donc ils n'y arrivent pas, donc on le cisaille aux articulations pour que ça soit plus facile, c'est comme le poulet à peu près. Mais ça ne marche toujours pas, donc on redouble le nombre des chevaux, mais ça ne marche toujours pas, donc on verse du sel et de la chaux sur les plaies pour voir si ça aiderait, et ça ne marche toujours pas. Finalement, ça finit par marcher, mais il est toujours vivant. Et du coup, il n'a plus de jambes, plus de bras, mais il est toujours vivant, et du coup, je sais plus ce qu'on fait, ah oui, on le brûle en place publique, et là-dessus, il brûle mal, enfin, c'est très compliqué. Donc c'est à rallonge, et ça dure très longtemps. Oui, puis il continue à dire, je ne suis pas coupable, et on lui dit, repens-toi, repens-toi. Et tout ça en place de grève, et puis finalement on finit par le réduire en cendres, mais ça dure très longtemps. Et les derniers mots de la chronique de la Gazette de l'époque, c'est qu'un chien vient se lever en rond, comme le chien vient se coucher sur les endroits chauds, dans les cendres de Damien, qui a été littéralement réduit à néant, qui a été effacé. C'est bon, un rituel qui est un rituel. Alors il y a ça, au milieu du XVIIIe siècle, et puis... comme dit Foucault, on passe à peine un demi-siècle et on a, deuxième document qui reproduit, le règlement d'une prison au début du XIXe siècle. Et là, on est chez nous. On est dans quelque chose qui... Bien, les prisons ne sont plus celles du XIXe, la santé est encore une prison du XIXe de ce point de vue-là, mais on est dans un système de pensée et dans une rationalité de gouvernement des hommes où il ne s'agit pas de les anéantir... théâtralement, visiblement, pour faire un exemple, et où on est passé à autre chose. Et Foucault dit ce qui s'est passé en 50 ans, entre cette punition exemplaire, presque sacrificielle,
donné en exemple devant les foules, et ce qu'il va appeler la surveillance, l'administration d'un espace comme celui de la prison moderne, où on ne trucide plus les gens, on les administre, on les gère. Et c'est ce moment de transition que Foucault va essayer de travailler. Alors, vous voyez la différenciation, elle est très évidente. Ça serait vrai pour le début de l'histoire de la folie, ça serait vrai pour le début de les choses, ça serait vrai pour etc. etc. Donc, c'est une modalité qui est assez intéressante. C'est vrai pour le début du cours sur la biopolitique au Collège de France, où il commence en disant, voilà, avant c'était ça, alors il a travaillé l'année d'avant au collège, et puis on voit arriver des choses qui sont nouvelles. Méthode par différenciation. Donc, périodisation, souvent ça fonctionne par opposition de bloc, quitte à forcer le trait. Alors, je vous avais dit que je vous donnais une référence. Et cette référence, elle concerne, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, la possibilité de faire ce même travail de situation, de mise en situation et de différenciation par bloc, non pas dans l'histoire, mais dans l'espace. Et quand je dis dans l'espace, ça veut dire dans des économies mondes, dans des systèmes de référence à la fois ethnographiques, culturels, mais aussi historiques, mais aussi économiques, etc., différents. Alors il y a un entretien de Foucault avec des géographes qui est absolument passionnant, qui est un entretien qui remonte à janvier-mars 1976. C'est le numéro 1 d'une très grande revue de géographie politique et humaine qui s'appelle Hérodote. Et c'est le numéro 1 de la revue, en 1976. Alors, dans les dits et écrits, c'est le texte 169. Et le titre du texte, en tout cas dans l'édition Gallimard, c'est « Question à Michel Foucault sur la géographie ». Et les géographes n'arrêtent pas de lui dire « Vous êtes obsédé par la modernité occidentale, vous travaillez dans l'horizon de la modernité en Europe, et vous savez, il y a un dehors de la modernité, point 1, et il y a un dehors de l'Europe, point 2. » Et Foucault dit « Oui, je me rends bien compte, je suis obsédé par cette dimension de l'espace, mais en réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il n'en fait rien. Il est toujours enfermé dans cet horizon à la fois chronologique, géographique et culturel. Alors, postérieurement, il va faire des incursions ailleurs, mais ça sera postérieur. Si ça vous intéresse, ce travail de différenciation par géographisation, qui va être une des grandes sources d'inspiration des études postcoloniales aujourd'hui, par exemple, le texte lui-même est assez intéressant. Alors, deuxième texte que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est un texte de Foucault. C'est un texte plus tardif que le cours de 78-79, Naissance de la biopolitique, que vous trouvez dans les dits et écrits lui aussi, et qui s'appelle « Le sujet et le pouvoir ». Ce texte est un texte qui a été publié en appendice d'un livre qui est le premier livre probablement sur Foucault, mais c'est un drôle de livre parce que c'est un livre sur Foucault écrit avec Foucault en même temps, par deux chercheurs américains, Hubert Dreyfus, qui est mort l'année dernière, qui était un philosophe plutôt heideggerien, donc a priori faisait autre chose, et Paul Rabinow, par rapport à ce que c'est Foucault, et Paul Rabinow qui est un anthropologue qui vit toujours, et l'un et l'autre étaient professeurs à Berkeley, et au début des années 80, Foucault passe beaucoup de temps aux États-Unis, en particulier à Berkeley, et donc connaît l'un et l'autre, et les discussions prennent forme, elles sont tout à fait passionnantes et passionnées, et du coup, Dreyfus et Rabinow décident d'écrire un livre sur Foucault, qui en français a été traduit par Gallimard, qui a été publié en folio, enfin, qui a été republié en folio, essai, et qui s'appelle Michel Foucault, un parcours philosophique. Donc le texte est de 82, la traduction française un peu plus tardive. Et en appendice de leur propre travail, Dreyfus et Rabinow publient deux textes de Foucault qui sont en réalité issus d'entretiens avec Foucault sur place, donc c'est toujours 82, dont un s'appelle « Le sujet et le pouvoir ».
Et le sujet et le pouvoir a été repris dans les dits écrits, pour ceux qui n'ont pas le bouquin de Dreyfus et Rabineau, et c'est le texte numéro 306. Alors, c'est un texte extraordinairement important parce que Foucault dit en long et en plus détaillé ce que, 13 ans après, 95, Senelard considère comme évident, sauf que l'analyse de Foucault étant plus détaillée, il dit, bien entendu, beaucoup plus de choses. Alors, je voudrais qu'on prenne le bas de la page... Alors, pardon, il faut que je mette ça pour les étudiants à distance. Alors... Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas mes textes? Parce qu'ils sont derrière. Je ne suis pas très technique, je suis désolée. Ah oui, alors là, ça va plus le faire. Bon, a priori, vous avez le texte sous les yeux, en papier, et les étudiants EAD l'ont sur l'espace court en ligne de manière plus claire. Alors, je voudrais qu'on parte du bas. Non. Oui, de la page 235. Et voilà ce que dit Foucault. On va faire la pause juste après. Aborder le thème du pouvoir par une analyse du comment. C'est donc opérer par rapport à la supposition d'un pouvoir fondamental plusieurs déplacements critiques. C'est se donner pour objet d'analyse des relations de pouvoir et non un pouvoir. Des relations de pouvoir qui sont distinctes des capacités objectives aussi bien que des rapports de communication. Des relations de pouvoir enfin qu'on peut saisir dans la diversité de leur enchaînement avec ses capacités et ses rapports. Alors du coup, qui est logique et assez implacable, dit en quoi consiste la spécificité des relations de pouvoir. Et il va repérer 6 déterminations de ces relations de pouvoir. Alors, comme on a quasiment fait 1 heure, je voudrais simplement dire que la question du comment du pouvoir, c'est beaucoup de choses, parce que c'est la question de la manière d'agir du pouvoir, c'est-à-dire des pratiques et des instruments du pouvoir, ce que Foucault va appeler aussi, on va revenir sur la notion bientôt, des dispositifs du pouvoir, mais ces pratiques ou ces gestes du pouvoir et ces instruments et ces dispositifs, Foucault suppose qu'ils renvoient dans l'histoire, à un moment donné, à quelque chose comme une rationalité cohérente. Cette rationalité, elle est déterminée par l'histoire au moment où on la saisit. Donc, on parle d'une période précise, qui va bien entendu s'agir de déterminer. Mais ces pratiques, elles renvoient elles sont extraordinairement diverses, et en même temps, elles disent chacune à leur manière quelque chose comme une rationalité. Cette rationalité change. Encore une fois, la rationalité qui consiste à dire le pouvoir, c'est prendre le pouvoir et le conserver, n'est pas la même que la rationalité qui consiste à dire le pouvoir, c'est administrer les biens et les personnes. C'est 2 systèmes de rationalité différents. Alors, ils peuvent se chevaucher, au moins en partie, mais c'est 2 systèmes de rationalité différents. Donc, la question du comment, c'est la question des pratiques, des dispositifs et des instruments, mais c'est en amont, la question de la rationalité. Et en négatif, ce qu'il faut entendre, ce que disait aussi celle-là, c'est que parler de rapport de pouvoir ou de relation de pouvoir, c'est dire que le pouvoir, alors il va le dire un tout petit peu plus tard, mais je le dis quand même, le pouvoir avec un P majuscule, comme si c'était une essence. Le pouvoir avec un P majuscule, ça n'existe pas.
Il n'y a pas le pouvoir. Il y a des relations de pouvoir qui jouent dans des espaces totalement distincts et auxquels parfois on ne pense pas toujours. Et précisément la détermination de ces espaces où les relations de pouvoir peuvent s'installer et fonctionner, elle aussi, elle est changeante historiquement. Par exemple, pendant très longtemps, l'espace, ce qu'on appelle, mais c'est intéressant de s'interroger sur ça, ce qu'on va appeler l'espace privé, ne va pas intéresser le pouvoir. Toute la constitution de la pensée politique moderne, ce qui intéresse le pouvoir, on va dire autrement, ce qui intéresse la philosophie politique, c'est l'espace public. C'est la question des organisations, c'est la question des institutions, c'est la question de leur fonctionnement. Puis quand on avance dans le temps, c'est la question de la représentation politique, c'est la question de la citoyenneté dans l'espace public, c'est la question de la laïcité, on peut multiplier les choses. On a l'impression que l'espace privé est une sorte de dehors du pouvoir, échappe à quelque chose qui serait de l'ordre du politique. On vous le dit encore aujourd'hui. On vous dit par exemple, pas de signes religieux dans l'espace public. Bon, chez vous, vous avez le droit de faire ce que vous voulez parce que c'est chez vous. Mais dans l'espace public, non, parce que, etc., etc. On fait jouer privé, public, qui sont des notions absolument essentielles dans la catégorisation de la pensée politique moderne. Il y a eu une évolution interne, mais en même temps, c'est fondamental. Foucault va dire, c'est plus compliqué que ça. Parce que si on s'interroge sur le comment, sur les manières, sur les pratiques et sur les rationalités que ça suppose, ben on s'aperçoit, c'est en tout cas l'hypothèse qu'il va formuler, qu'à un moment donné, des espaces qui n'étaient pas considérés comme intéressants pour le pouvoir, des espaces qui n'étaient pas des enjeux politiques, par exemple des espaces qu'on appelle privés, entre guillemets, ben, sont devenus des enjeux politiques. Sont devenus des choses sur lesquelles les rapports de pouvoir avaient envie, avaient besoin de s'exercer. Ça, c'est ce qui va se passer avec le tournant biopolitique. La biopolitique, ça va être la découverte. C'est pas une découverte, c'est pas une illumination, c'est une nécessité aussi. Il va falloir comprendre pourquoi c'est une nécessité. Mais à un moment donné, il va devenir non seulement intéressant, mais nécessaire que la politique prenne en compte des choses qui ne m'avaient jamais intéressé. Parce que ça n'est pas partie du champ politique. La question de l'alimentation, la question de la sexualité, la question de la santé, la question de la démographie, etc., etc., etc. Toutes choses qui faisaient normalement partie de ce qu'on appelait le champ des comportements privés. Et puis il y a un moment où ça se met à être des enjeux politiques. Alors pourquoi et comment, dirait Foucault. Donc, j'en finis avec ça, que ça soit bien clair, le pouvoir, ça n'existe pas. Les relations de pouvoir, oui. Et elles sont soumises aux déterminations historiques dans lesquelles elles prennent corps. Et c'est bien toute la difficulté de la description. Si vous voulez, on fait... Oui, j'ai un peu dépassé, 5 minutes de pause, et là il est, il est 32. On reprend à 40, ça vous va? Il s'agirait de 40 à l'heure pile, et on gardera les derniers quarts d'heure pour discuter.